Sébastien. Bonjour Bruno. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton aventure de la longue route? On va peut-être commencer par le début. Oui. Allons-y par ordre chronologique. Ah, Un petit peu ton départ, et puis on s'était vu, nous, juste avant ton Juste départ. quelques jours avant, là, fin septembre. Là, donc je suis parti le 24 septembre. Oui. Donc j'avais attendu une fenêtre météo là, pour avoir des vents d'est pour sortir du golfe de Gascogne assez rapidement. Hein. Oui, c'est ça. Donc là, ça s'était vraiment très bien passé. Là, j'ai eu 48 heures avec les vents d'est plein portant, même assez forts. Et comme ça m'a permis de tester la solidité du bateau et du gréement, puisque je suis arrivé devant la Corogne, j'ai dû avoir 35-40 nœuds de vent avec la mer qui va bien là-bas. Avec des beaux surfs. Là, j'ai fait mes premiers surfs à 20 nœuds là, avec le tri. C'était très impressionnant dans la nuit. En plus, comme j'étais pas sûr de mes pilotes, j'ai pu tester les pilotes, enfin le régulateur d'allure et puis les pilotes électriques pour voir ce qui fonctionnait un petit peu. Et donc, en fin de compte, c'est le pilote électrique. Là, j'avais acheté un pilote électrique américain, là, le pélagique, juste avant de partir, que j'avais installé juste avant de partir, qui s'est révélé très fiable. D'accord. Et donc il m'a contrôlé le bateau impeccable, parce qu'en fin de compte, là, je me suis vite aperçu que les régulateurs d'allure dont on avait parlé avant de partir, avec le vent apparent du trimaran, ça fonctionnait pas bien, quoi. Et puis j'avais peur de partir un peu hautain avec, alors que avec le pilote électrique, c'était nickel. Donc on est arrivé au Cap Finistère en 48 heures. Et juste derrière le Cap Finistère, le vent est tombé. Et après, je suis arrivé dans des calmes. Justement, ça m'a permis de checker un peu tout le bateau, les pilotes. Et puis là, j'ai commencé à envoyer le SPI. Parce qu'après le Cap Finistère, j'ai pas eu. Je m'attendais à avoir plus de vent que ça, en fin de compte, jusqu'aux Canaries. Et ça a été très léger. Bon, calme. Voilà, ouais. Plutôt calme jusqu'aux Canaries. Donc je suis passé, je ne sais plus quelle île sur les Canaries. Là, j'ai pu faire quelques images. Et puis pareil, après les Canaries, je pensais avoir du vent entre les îles, et puis pas trop de vent dans la nuit, toujours sous SPI. Donc là, j'en ai profité pour faire du SPI. C'était très, très sympa, très agréable. En plus, il faisait beau, il faisait chaud. Le poteau noir. Et le poteau noir, 30... était un peu dur ou... Non, pas du tout. 36 heures. J'ai juste eu un grain. Un grain, donc heureusement, je l'ai vu arriver de loin. Donc j'ai pris 3 riz et 3 riz trinquettes tout de suite en prévision, puis j'ai bien fait, quoi, puisque je me suis retrouvé au près et là-dedans pendant 1 heure ou 2 là. Oui. Et puis voilà, puis après c'était un peu des zigzags, et puis j'ai tout de suite récupéré l'Alizé de l'autre côté de l'équateur. Et puis là, je savais, parce que comme j'avais déjà l'expérience de mon premier tour du monde, je savais que c'était pas évident, que j'allais me retrouver auprès. Donc c'est pour ça que je suis resté bien à l'est pour avoir un petit peu de marge de manœuvre, pour pas me retrouver auprès trop serré, là, comme j'avais fait il y a 10 ans. Et donc j'étais au bon plein, et puis plus je descendais au sud, plus ça accélérait le vent. Il y a eu 30-35 nœuds à des moments. Ah oui. Donc ça tapait bien dur. Avec une grosse mer aussi? Ouais, assez courte, quoi. Ça lève des mers assez courtes. Donc avec le bateau en CP, c'est toujours le problème des bateaux en CP, ça tape, c'est des caisses de résonance. Ah c'est sûr, oui. Donc et j'avais le mât qui faisait bing bing. À chaque fois, je me suis dit, est-ce que ça va tenir? Ah oui, j'ai perdu la girouette assez rapidement. J'avais la girouette là où je savais que je l'avais resserrée au maximum en partant, mais je savais qu'elle avait tendance à être un peu volage, et elle s'est barrée. Donc après, c'était un peu pénible, ça, j'avais plus d'indication de vent.
Donc en fin de compte, je me servais comme les régulateurs d'allure, ils ne fonctionnaient pas, je m'en servais comme girouette. Ah ok, bon, ça fait des grosses girouettes. Voilà, exactement. D'accord. Donc ça c'était assez pratique. Ouais. Voilà. Et puis ça j'en ai parlé à personne là, jusqu'à présent. En arrivant au niveau de Récif, je pense que je devais être à la latitude de Récif, j'ai l'axe d'été qui a cassé. Ah ok. Dans la nuit. Ah oui. Oui, j'étais à l'intérieur, là, tranquille, et puis tout d'un coup, j'entends un bruit de ferraille monstrueux, et je pensais que j'avais tapé un container ou quelque chose comme ça. Et donc, je me précipite sur le pont, et je vois l'enrouleur qui quasiment à l'horizontale, comme ça. Donc, pas d'autre solution, j'arrive à affaler la voile quand même. Oui. Et puis, de toute façon, il fallait que je le remette en place, quoi. Bien sûr. Et heureusement, j'avais les têtes de trinquette, donc le mât n'a pas bougé, ça c'est nickel. Et donc avec du Dynéma, je me suis débrouillé pour récupérer le tambour de l'enrouleur. J'ai failli me faire assommer 5 fois par le machin. Et donc je l'ai rebloqué avec du Dynéma à l'avant. Et puis je me dis, de toute façon, il va falloir que je trouve un axe. Et dans mon souvenir, je savais que j'avais une boîte d'axes dans le bateau, parce que j'avais allégé pas mal le bateau avant de partir, mais je me souvenais que cette petite boîte en plastique d'axes, je l'avais gardée au cas où. Et donc, par contre, il fallait que j'aie le bon axe. Et puis donc, j'ai été vérifié là-dedans et j'ai retrouvé exactement le bon axe. Ah oui. Et j'ai pu, avec un coup de winch et de Dynéma, j'ai pu remettre ça en place, remettre mon axe et repartir, parce que sinon, ça s'arrêtait là. Oui, sinon c'est pas évident. Sinon, c'était... Sans génois, c'est pas... Ah non, c'était le Brésil, et puis essayer de retrouver un axe, et puis c'était fini, quoi. Oui, puisque de toute façon, je m'étais dit, de toute façon, si je m'arrêtais à terre, j'arrêtais la longue route, quoi. Parce que moi, le tour du monde, je l'avais déjà fait avec escale. Ce qui m'intéressait là, c'était de le faire sans escale. Donc, si je m'étais arrêté au Brésil, c'était fini. Je ne sais pas ce que j'aurais fait après, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Okay. Et donc après, redescendre de l'Atlantique Sud, tranquille, hein, ça c'est vraiment très agréable, l'Atlantique Sud. Là j'étais moins. Là, les vents commençaient à être plus portants. Donc ça devenait très agréable. Donc respi, c'était vraiment super, les poissons volants, voilà, et quelques dauphins. Là j'ai dû apercevoir aussi une baleine, c'était très sympa. Et puis la première dépression, là, alors je ne sais plus exactement à quelle, vers le 30 sud, quelque chose comme ça. On avait vu qu'il y avait une dépression là, qui arrivait d'Argentine. Là. Ouais. Et donc je me suis préparé pour la première dépression. Et puis c'est bien parce que ça m'a permis de couper la route, de ne pas faire un grand tour jusqu'à Tristan d'Acunha, quoi. Donc j'ai pu faire direct sur le cap de Bonne-Espérance. Ouais. Et donc là, il y a eu 30-35 nœuds. Donc nickel, là j'avais 3 riz trinquettes. Là, le bateau, c'est là que j'ai fait mes premières bonnes journées, là, plus de 200 000 par jour. Oui. Et le bateau se comportait bien. Ouais, nickel, avec la grosse houle, vraiment avec le pilote, comme sur des rails, quoi. En plus, plus il accélérait le bateau, plus il était stable, quoi. C'est ça qui est plus avec la vitesse, c'était vraiment très sécurisant. Et comme tu te souviens, il était quand même très très haut sur l'eau, aucune déferlante dans le cockpit, c'était vraiment en parfaite sécurité. Très et puis comme je restais toujours entre la poutre arrière et la poutre avant, avec les filets, vraiment aucun danger. Et puis à la fin, ça a duré 2-3 jours cette dépression-là. À la fin, là, il y a dû y avoir 45 nœuds, 45-50 nœuds. C'est toujours à la fin, c'est toujours avec la pluie, la pluie et tout. Et enfin nickel. Et par contre, après, je me suis fait piéger en arrivant sur Bonne-Espérance, 2-3 jours de Bonne-Espérance. Là, je suis tombé dans l'anticyclone. D'accord. Là, c'est de ma faute. Là, j'ai hésité à descendre. Il fallait que je descende à 40 sud, quoi, pour récupérer du vent d'ouest. Oui. Je me suis dit non, je vais rester vers 36-37 là pour tranquille. Et puis je me suis fait complètement scotcher là pendant 2-3 jours.
Ça a été un peu pénible. Voilà, bon, de toute façon, je savais que derrière, il y avait des dépressions. J'étais juste devant moi, il y avait Manu Muros, là, justement, qui s'est fait coucher, lui. Oui, il s'est bien fait coucher, oui. Ouais. Donc, lui, il revenait sur Kempton. Et donc, je surveillais sur tout ce qui arrivait derrière, quoi, pour pas me faire... Bien sûr. Donc j'hésitais, dit bon, de toute façon, s'il y a vraiment un gros coup de baston comme il a pris, j'allais me réfugier à Kempton. Oui. Et puis non, en fin de compte, bon, ils annonçaient 30-35 nœuds, mais on sait qu'il y a toujours plus par rapport au Grib. Et puis j'ai continué, donc je me suis pris l'appareil encore 2-3 jours de gros temps, là, 35-40 nœuds, mais toujours le bateau très très bien. Et ça m'a dégagé de l'Afrique. Et derrière, j'ai pu remonter au nord sur 38 sud, là. Oui. Et retrouver là, des températures agréables. Correct. Et après, toute la traversée de l'océan Indien, j'ai dû rester vers 38, je pense, oui. Entre 38 et 40. Et là, c'était l'été austral qui arrivait. C'était très, très agréable. J'ai fait un petit crochet, là, je voulais voir l'île Saint-Paul, là, au milieu de l'océan Indien. Parce qu'il y a 10 ans, j'avais vu Amsterdam, là, et je ne connaissais pas Saint-Paul, donc je suis passé à 5000 de l'île Saint-Paul. C'était superbe, là, c'est un cratère dans la mer, et il y a un superbe mouillage à l'intérieur, sauf que je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'y aller, là, c'est une réserve naturelle. Et justement, je crois qu'il y a des pêcheries là encore qui ont des autorisations pour la langouste. Et il y avait un bateau au mouillage là juste devant là, qui surveille un petit peu l'entrée de tout ça. Là. Ah oui. Donc, et puis retour dans les eaux françaises puisque c'est des territoires français. Et puis donc j'ai continué sur l'Australie, le Cap Lewin. Et là, après le Cap Lewin, je savais, il y a toujours c'est la grande baie australienne, c'est jamais évident. Là, on risque de se prendre du vent dans le nez. Et effectivement, j'ai eu du sud-est, donc je suis remonté assez nord, là, vers 35 nord, je crois, vers l'Australie, pas très loin des côtes australiennes, en fin de compte. Et effectivement, sur les Gribes, parce que moi je pensais passer au sud de la Tasmanie au départ. Et parce que oui, en plus j'avais des problèmes de drisse. Il fallait que je monte dans le mât pour rechanger une drisse de génois rouleur qui avait cassé. D'accord. Comme j'avais 2 drisses de génois rouleur, j'en avais cassé une. Et donc, avant le Pacifique, je voulais remettre ma sécu au cas où. Ça bien, oui. Et donc, je voulais m'arrêter, tu sais, avant Hobart. Là, en Tasmanie, il y a des baies faciles là, pour mouiller, pour pouvoir. Parce que je voulais pas monter au mât en pleine mer. Là, je le sentais pas trop. Mais j'ai pas pu descendre, passer le sud de la Tasmanie parce qu'ils annonçaient pas mal de vent. Et puis moi j'étais très bien là au nord et j'ai regardé les Gribes et j'ai vu qu'il y avait une super fenêtre météo pour passer, pour enchaîner Bass Strait et Cook Strait. D'accord. Donc j'ai continué dans le Bass Strait que je ne connaissais pas. En plus, ça m'a permis de visiter un petit peu, de revoir un petit peu la terre. Donc là, c'était très, très joli aussi. Et là, tout auprès, mais sur mer plate. D'accord. Et donc le bateau était nickel, à 8 nœuds. Là, sympa, Donc en 24 heures, j'ai passé le Bass Strait. Je suis arrivé de nuit et je suis sorti la nuit suivante de l'autre côté. Et là, c'était marrant parce que je savais qu'il y avait la Sydney Hobart qui démarrait juste là. Je crois que c'était au niveau à Noël. Là, c'était le 24 ou le 25 décembre. Et je savais qu'il descendait. Donc, j'avais 85 bateaux là, qui m'arrivaient dessus. Oh là quand je suis sorti. Et on a dû se croiser à quelques heures près. Quoi, parce qu'en sortant de Bass Strait, j'ai continué, j'étais auprès
J'ai continué nord pour aller. Il fallait que je contourne l'anticyclone. Je savais qu'il y avait les vents d'ouest là-haut, là, pour récupérer les vents d'ouest pour aller sur la Nouvelle-Zélande. Et donc j'allais sur la flotte de la Sydney Hobart. D'accord. Mais bon, non, j'en ai pas vu. Ça aurait été marrant, quoi. Côté, oui, ça aurait été marrant, surtout que, de toute façon, eux, ils sont en équipage, donc ils auraient fait. Je mettais toutes les lumières, ils auraient fait attention, je pense. Bien sûr. Et après, là, c'était vraiment, je crois que la meilleure navigation, là, c'est jusqu'à la Nouvelle-Zélande, là. J'ai eu 4-5 jours, conditions idéales, quoi. Il y avait 30 nœuds de vent, pas trop de mer. Et là, j'ai enchaîné les journées à 200 000. C'était vraiment superbe. Donc, sympathique, ouais. Donc là, c'est vrai que tu devais profiter pleinement du... Et puis l'été austral, donc il faisait 25 degrés. C'était vraiment super. Ouais. Et puis donc je suis arrivé sur le Cook Strait. Donc là, je savais que de toute façon, à l'entrée du Cook Strait, parce que je l'avais déjà appris il y a 10 ans, que j'allais me faire pas mal allumer. Là, il y a un effet Venturi, donc ça n'a pas raté. Donc ça, je savais. Donc j'avais préparé, pareil, 3 riz trinquettes. Je suis arrivé dans la soirée et pendant 3-4 heures, là, à fond les manettes là-dedans, avec la mer qui bouillonne dans tous les sens. Enfin bon, quoi, c'est comme en Bretagne. Hein. Oui, c'est ça, oui. Et puis après, ça s'est arrêté net, encore le vent, quoi, à l'intérieur, là. Mais bon, j'ai continué, j'ai renvoyé de la toile et puis ça marchait. Je devais être à 5 nœuds, tranquille, là. Et j'ai croisé un pêcheur, là. J'ai pu parler à la VHF avec un pêcheur. C'était sympa. Et j'ai passé j'ai laissé à tribord la ville de Nelson, là où j'avais vécu pendant un hiver entier il y a 10 ans, là où j'avais pas mal de bons amis, donc ça malheureusement. Oui, c'était pas arrêté. Non, ça j'avais fait coucou de loin. Voilà, quoi. exactement. Ouais. J'aurais bien aimé m'arrêter, mais bon, c'était toujours l'objectif de finir sans escale. Arrêt, oui. Et puis au petit matin, je me suis retrouvé de l'autre côté du Cook Strait. Et pareil, 30 nœuds de vent, rebelote, la mer dans tous les sens, là pour passer Wellington. Oui. Mais pareil, tu avais anticipé. Oui, donc là c'était nickel. Et puis de l'autre côté, là, de Wellington, plus de vent encore, l'anticyclone, un anticyclone, et je suis resté plusieurs heures. Donc là, ça m'a permis, j'ai rechecké le gréement, puisque comme je me suis pas arrêté pour la drisse, donc en fin de compte, j'en ai profité pour descendre le génois et puis vérifier ma drisse. J'ai renforcé, j'avais de la surgaine, donc j'ai surgainé tout ça, et puis je me suis dit, bon, tant pis, je tente le coup avec une seule drisse, de toute façon, parce que c'était vraiment trop risqué de monter là-haut tout seul. Là. Donc je suis reparti, le vent, donc là j'ai retrouvé les vents d'ouest. Pareil, je suis dans le Cook Strait, ça doit être 42, donc là je suis resté sur 42 sud. Donc c'était nickel. Pendant 15 jours, là ça a bien marché. C'est donc portant, classique. Après, là j'ai commencé à avoir quelques petits soucis techniques. Là, j'ai eu la grand voile qui commençait à fatiguer un petit peu. Ouais. J'avais les coulisseaux, là j'avais pas mal de coulisseaux qui larguaient dans les empannages. Donc enfin, ça commençait à devenir un peu juste. Et puis je me suis retrouvé au milieu du Pacifique. Et là, j'avais rattrapé Fanch et Francis. Oui. Donc là, j'étais en... Oui, j'étais pas loin. Ouais, j'aurais envoyé des mails là, pour savoir un petit peu ce qu'ils comptaient faire. Là. Et de toute façon, à un moment donné, il n'y a pas le choix, il faut descendre, il faut descendre vers le Horn. Bien sûr, oui. Donc, mais là, il y avait une très très grosse dépression, et puis derrière, les dépressions s'enchaînaient. Là, c'était un peu compliqué. Et puis à un moment donné, on s'est dit, on descend. Ouais. De toute façon, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Et donc là,
on est descendu là tous les trois là, direct sur le Horn. On s'est pris une première dépression. Donc là, celle-là, je l'ai pris juste avec 3 riz. Et j'avais affalé la trinquette devant parce qu'avec la trinquette, je partais en survitesse là, à plus de 20 nœuds. Là, ça commençait à devenir critique. Là. Donc avec 3 riz, j'étais quand même à 15 nœuds. Ah oui. Donc ça... bon, donc j'avais difficile à maîtriser. Là. Ouais, c'était surtout le pilote, quoi. Fallait pas que le pilote fasse une connerie, quoi. Donc parce qu'un empannage, là, j'éclatais tout. Mais bon, ça c'est passé. La première est passée. Donc là, je me suis retrouvé à 50 Sud. Hein. Oui, ça a été assez rapide, là. Donc 50 Sud. Et là, j'ai rappelé Fanch et Francis, et eux, il y avait une troisième qui arrivait derrière, et eux, ils m'ont dit on remonte, nous, on laisse passer celle-là. Ah oui. Et là, j'étais à 1500 milles du Cap Horn. J'avais calculé avec ces vitesses-là, j'étais à moins d'une semaine, quoi. Je me suis dit, de toute façon, maintenant, je suis là. En plus, il recommençait à faire très froid. Les conditions étaient... Et puis, bon, de toute façon, il fallait y aller. Donc, j'ai continué. Là, j'ai affalé la GV. J'ai laissé juste la trinquette. Et j'étais à 10-12 nœuds juste avec la trinquette. Donc je me suis pris le nord-ouest, comme d'habitude, quand les dépressions arrivent, tu te prends d'abord un coup de nord-ouest, donc il y a dû y avoir 40 nœuds là. Et puis là, la mer est devenue énorme. Là, il y avait, je sais pas, 7-8 mètres, 10 mètres de creux. Mais le trimaran était vraiment super sécure. Je te dis, j'ai pas eu une déferlante à exploser à l'arrière. Ce que j'avais eu il y a 10 ans avec le monocoque, je me souviens, il y a eu plusieurs déferlantes à exploser dans le cockpit, le bateau plusieurs fois couché. Là, le trimaran passait vraiment nickel avec le pilote. Plus il allait vite, plus il tenait bien son cap. Ah oui. Et donc le nord-ouest passe, et donc ça vire au sud-ouest, là comme d'habitude dans le sud. Et donc ça génère des vagues pyramidales. Oui. Ah oui, une mer croisée. Voilà, mer croisée. Et là, je pense que je me suis pris ce qu'on appelle une vague scélérate. Donc le bateau est monté sur la vague. Je ne sais pas combien elle devait faire plus de 10 mètres de haut. Ah oui. Et puis je sais pas, il a dû faire un mouvement comme ça. Et je suis retombé sur le flotteur. Ah d'accord. Oui. Voilà. Donc ça a été un choc assez violent. Mais je me suis aperçu de rien. Je suis reparti. Le bateau s'est pas arrêté. Il a continué son chemin. Donc tout allait bien. Donc là, avec le sud, j'arrivais pas trop à faire d'est. Je remontais un petit peu nord, mais en sachant que j'allais repartir sur le Horn assez rapidement. Et puis dans l'après-midi, j'étais à l'intérieur, là, dans la couchette, là, pour me réchauffer un peu. J'ai entendu des couinements qui n'étaient pas normaux du tout. C'est la première fois que j'entendais ce genre de couinements à bord, parce que quand je navigue, moi j'écoute, surtout avec le contreplaqué, on écoute le bateau, et avec le son, on sait exactement ce qui se passe. Et donc là, je me suis dit, il y a un problème. Oui. Donc j'ai renfilé la veste de quart, et j'ai été inspecter le flotteur tribord, et je me suis aperçu que la jonction entre la poutre et le flotteur, il y avait des strates qui avaient lâché, quoi. Je voyais que ça s'écartait un petit peu. Donc bon, je me suis dit, là c'est fini, on arrête tout, on arrête le Horn, et on cap au nord. Et donc je savais qu'il y avait Francis et Fanch qui n'étaient pas très loin, donc je les ai tout de suite avertis du truc. Et dans mon idée, moi je pensais pouvoir aller jusqu'en Polynésie, et pouvoir réparer là-bas. Ah oui, d'accord, oui. Mais bon, j'ai quand même prévenu Olivier Merbeau aussi, pour lui et ma femme, pour leur prévenir de la situation.
Et là, le vent a continué à monter. Là il devait y avoir plus de 50 nœuds. La mer est énorme. Et j'étais encore à plus de 12 nœuds juste avec la trinquette, quoi. Et dans la nuit, j'ai entendu des gros cracks. Donc là, je suis ressorti sur le pont et j'ai vu le flotteur qui commençait à faire ça, qui commençait à se libérer tout seul. Donc là, c'était encore plus terminé. Là. Donc j'avais la balise de détresse. Je dis, bon, voilà, j'ai pas hésité, j'ai appuyé sur la balise de détresse. J'ai empanné pour sécuriser le flotteur, donc pour appuyer sur l'autre flotteur. Bon bord, oui. Et puis ça tenait bien, quoi. Ça tenait bien en équilibre. 1 heure après, le MRCC m'a appelé en me disant qu'il y avait un cargo à 80 000 de ma position. D'accord. Donc là, c'est gros coup de chance. Bah oui, c'est pas loin. Parce que dans ce coin-là, je pensais qu'il n'y aurait personne à venir me chercher. Et donc ils m'ont prévenu que le lendemain matin, ils seraient sur moi et qu'ils pourraient m'évacuer. Et donc j'ai enfilé la combinaison de survie, préparé toutes mes petites affaires. Et puis j'ai attendu quoi, la nuit, toute la nuit. Et au matin, le flotteur s'est complètement détaché, quoi. Là, j'avais plus de... Mais heureusement, il s'est coincé contre la nacelle. Ah oui. Et donc, il faisait encore il stabilisait voilà, un peu, ça stabilisait. Et puis, et le mât est resté debout, ça, je ne sais pas comment, parce que tu avais les haubans qui étaient sur le flotteur. Ah oui. Et tout ça tenait plus ou moins bien. Enfin, j'avais sécurisé le mât avec les drisses et tout. Là, et ça tenait, donc heureusement, parce que je pense que si le mât était tombé, là, ça aurait été compliqué. Je pense qu'il y avait des risques de chavirer. Oui, bien sûr. Parce que tant que le vent poussait sur la trinquette et me poussait sur le flotteur sous le vent, j'étais en sécurité. Oui, tu restais à plat, quoi. Ouais. Donc j'ai attendu la matinée. Alors là, il y a eu un petit quiproquo avec le MRCC Chili qui a donné au cargo la position où j'ai déclenché la balise. Ah ok. Mais dans la nuit, justement avec la trinquette et puis avec le vent, la mer, de toute façon c'était impossible de rester sur place. Donc j'avais dérivé de 60 000. Ah oui. Donc eux, au matin, j'ai le capitaine du cargo qui m'appelle sur le téléphone satellite. Il dit vous êtes où? Je suis là. Et on n'avait pas la même position. Oui, c'est ça. Donc je lui redonne ma position exacte, quoi. Et après, toutes les heures, je lui ai renvoyé la position exacte. Et ils sont arrivés dans l'après-midi. Donc moi j'avais préparé toute ma manœuvre. Bien sûr. Et puis j'ai vu ce cargo énorme, là c'est un cargo de 280 mètres. Là. Je ne sais pas quelle hauteur ça peut faire sur l'eau, ça devait faire au moins 20 mètres de bordée, enfin je sais pas. Et je me suis dit maintenant il va falloir monter là-dessus. Oui, ça doit être impressionnant ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc j'ai eu le capitaine du cargo à la VHF. Et il m'a donné les instructions là, pour la manœuvre. Donc il s'est mis à mon vent pour me couper. Donc là, quand il est arrivé, déjà, c'est incroyable. Là, ça a coupé le vent et surtout la mer, quoi, parce qu'il y avait encore 7 ou 8 mètres de creux. Là, c'était un peu délicat. Et donc, ils m'ont envoyé un filin. J'ai pu récupérer, crocher le filin sur mon harnais. Oui. Et donc le trimaran, lui, est venu contre la coque du cargo. Et avec le filin, le filin s'était pris sous la poutre avant du trimaran. Aïe. Quoi. Oui. Donc parce que moi, je pensais qu'ils allaient mettre une échelle de corde sur leur bordée, sauter sur l'échelle de corde, et puis hop, là, terminé, j'étais à bord. Et là, pas possible. Donc il y a le Bosco qui m'a dit, je voyais le Bosco là-haut, et il me disait, le seul moyen, tu sautes pour passer, quoi. Sauf le truc, en sautant, le risque, c'était que je me fasse écrabouiller entre la coque du cargo et le trimaran. Quoi. Donc de toute façon, là, il n'y avait plus d'autre solution. Donc j'ai sauté dans l'eau.
Et les gars là-haut, ils m'ont tiré comme des malades. Là. D'accord. Et effectivement, j'ai vu la coque du cargo et puis mon petit trimaran là, qui se rapprochait, mais bon, je suis passé entre les deux. Ouais. Et là, donc avec la vitesse du bateau, plus eux qui me tiraient, donc je ne sais pas à quelle vitesse j'étais sous l'eau, j'avais des gerbes d'eau qui me passaient par-dessus la tête, là, et pendant 30 secondes ou une minute, là, je pouvais quasiment plus respirer. D'accord. Donc là, c'était le seul moment un peu critique de la manœuvre. Et puis après, ils m'ont propulsé dans les airs, et puis je suis arrivé sur le pont du cargo. D'accord. Donc, Ah oui, quelle aventure. ouais. Et là, c'était vraiment très sympa parce que donc un équipage ukrainien, Oui. donc très bien accueilli. Ils m'ont emmené tout de suite à l'infirmerie pour voir si j'avais rien, mais non, j'avais rien. En plus, avec la combinaison de survie, j'avais même pas eu froid dans l'eau, quoi. J'étais nickel. Donc une douche chaude. Et puis voilà. Parti, et puis une demi-heure après, je me suis retrouvé à la table du capitaine à manger un bon repas. Ah bah bien, oui. Voilà. Sympathique ça. Ouais. Et après, j'ai passé 30 jours avec eux. Donc oui, la première chose que quand j'arrive sur le cargo, je me dis, vous allez où? Oui. Parce que je me disais, où est-ce que je vais me retrouver? Et il dit, on va à Amsterdam. Bon, c'est parfait, c'est ma route. Oui. Je rentre en Europe aussi. Donc ce qui fait, c'est que j'ai quand même fini la longue route pas sur le même bateau, mais avec sur deux bateaux différents. Bah oui, voilà. Sûr. Et donc 4 ou 5 jours après, on a passé le Cap Horn. Et après, on a remonté tout l'Atlantique. Voilà, donc ça, c'était vraiment... là, je remercie encore ce cargo et l'équipage et le capitaine. Là, ils ont été vraiment formidables avec moi. Ouais. C'était une autre expérience, mais une aventure incroyable. Ah ouais, d'accord. Et tu as réussi à sauver un peu des choses du bateau ou... Alors, non, rien du tout. À part, non, parce qu'au départ, le capitaine m'avait dit on va lancer un premier boot, tu mets des affaires, tout ça. Sacs, oui. Et quand j'ai vu le truc, le bateau qui partait dans tous les sens, j'ai dit je ne vais pas prendre de risque pour sauver trois bricoles. Je me suis accroché en premier. Oui. J'avais pris un sac à dos, j'avais mis les tablettes, enfin un peu d'électronique dedans. Oui. Mais comme j'ai sauté dans l'eau, tout a été noyé. Voilà, donc si j'ai sauvé le passeport dans une pochette étanche et c'est tout. D'accord. Ah oui, dur. Donc là, plus rien. Je repars complètement à zéro. Là, je suis arrivé à l'aéroport de Nantes. J'avais même plus une fringue à moi, quoi. Donc c'est les gars du cargo qui m'ont passé leurs fringues, des chaussures. Voilà. Donc je suis arrivé comme ça à Nantes et puis voilà. Donc d'accord. Là, on repart complètement à zéro. Bah oui. Et donc pour rester sur la navigation. Qu'est-ce que tu tires de cette expérience du bateau, quoi, le bateau, à part l'accident, quoi, Ah bah super, non, je suis vraiment super content. Là, c'était 4 mois de mer absolument fabuleux. C'était vraiment ce que je cherchais en partant. C'était ça, de me retrouver tout seul sur mon trimaran là. Et j'ai pu continuer à l'améliorer en route, quoi, à trouver des systèmes. Marchait vraiment super bien, donc non, je suis vraiment très heureux. Et puis moi, j'aime ça, la navigation solitaire, donc c'était une expérience formidable. Et dans l'aménagement ou tout l'équipement du bateau, il y a des choses qui n'allaient pas vraiment, quoi, t'as amélioré, mais il y avait des vrais... Non, parce que ça faisait déjà 10 ans là qu'on naviguait avec, et il était vraiment au point. C'est ça qui est encore plus rageant, c'est qu'il c'est ça, il était vraiment super pour faire ces navigations-là. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et au niveau de l'avitaillement, ça s'était bien passé? Très bien. Je pense que j'aurais pu finir tranquille niveau de l'eau et nourriture. De l'eau, tu récupérais un peu l'eau de pluie ou pas du tout? Tu avais emmené tout ce qu'il fallait? Oui, j'avais tout ce qu'il fallait à bord. Ça allait. C'est l'avantage du trimaran, c'est que tu as un peu de place. Et bon, à part le poids qui est quand même. Ouais, mais ça, c'était pas gênant. Non, c'était. Non, je pense que tout. Ça aurait pu bien se finir. Oui. Oui, non, mais c'est sûr. Ok. Et donc le bateau, de toute façon,
Pas de nouvelles etc. pour l'instant, Pas de je ne sais nouvelles. pas. Il va certainement laisser échouer en Patagonie Ouais. un jour ou l'autre. Peut-être qu'on me préviendra, je ne sais Voilà. pas. Il restait pas une balise dessus, tu n'avais pas laissé la Non, balise non, j'ai récupéré. Je crois Ouais. qu'on n'a pas le droit de laisser les balises dessus là. Ah oui. Mais bon, comme il est insubmersible, donc je ne sais pas. Je me suis pas retourné là en arrivant sur le cargo pour le voir, quoi. Donc le mât était debout, le bateau était debout quand je suis parti. Donc est-ce qu'il a chaviré, Ouais. est-ce qu'il a dématé, je ne saurais pas. D'accord. Mais en tout cas, il coulera pas parce que Oui, bien sûr. avec tous les caissons qu'il y a dedans, c'est absolument impossible à ce qu'il coule. Bah oui. Donc il va laisser échouer en Patagonie, c'est sûr. Ok. Et toi maintenant, comment tu te sens après cette aventure? Ça fait quoi? Ça fait un mois que tu es rentré à peu près? Ouais, c'est ça. Ça fait donc ce qui est bien, c'est que j'ai Donc c'était voilà, 2 mois. deux c'est ça, mois de l'accident, et donc ce qui est bien, c'est que j'ai eu la phase de transition avec sur le cargo, quoi. Ça m'a Oui. permis de réfléchir à tout ça et puis de tourner la page. Donc quand je suis arrivé à Nantes, là, c'était déjà derrière moi. Et puis là, en revenant ici, sans bateau, j'avais plus trop de choses pour m'occuper. Donc comme j'avais pris un congé sabbatique là, dans mon entreprise, j'ai demandé si je pouvais recommencer à travailler tout de suite. Donc ils m'ont repris. Donc là, j'ai repris, ça fait 3 semaines que je retravaille. Là, comme ça me change un peu les idées, ça m'évite de penser à tout ça. Oui. Et puis comme ça va permettre d'avoir les moyens pour reconstruire un nouveau bateau. Là. Voilà. Donc les projets d'avenir? Voilà, maintenant c'est reconstruction d'un nouveau bateau et puis pour un nouveau départ. Voilà. Et l'envie d'y retourner, quoi, de refaire un tour ou... Oui, un tour du monde, mais alors ça ne sera pas sans escale là. Ouais, D'accord. parce que, non, en fin de compte, je me suis aperçu, c'est bien de naviguer comme ça, mais c'est pas vraiment mon truc non plus. Moi j'aime bien être voir les côtes, enfin naviguer, trouver des mouillages, des choses comme ça. Visiter Quoi. un petit peu. Et puis c'était voir un c'était peu très, les très pays. frustrant là, de passer en Tasmanie, en Nouvelle-Zélande sans s'arrêter. Là, c'était extrêmement frustrant. Donc non, voilà, donc c'est repartir un nouveau bateau et puis repartir visiter le monde. Voilà, mais en s'arrêtant. Et alors un tri ou un monocoque plutôt on va essayer de faire un catamaran ce coup-ci. Comme ça, on aura fait la trilogie totale. Là. D'accord. D'accord. Et tu as déjà une idée du j'ai bateau, quelques idées, mais pour l'instant, c'est rien, un peu... rien de très précis. Non, il n'y a rien là. Là, j'attends... Même type de taille ou... Oui, après, ça va être le budget, quoi. C'est toujours le problème. Ça va être le budget, donc il va falloir trouver l'argent nécessaire pour faire tout ça. Oui. Et puis voilà, ce qui sera sûr, ça sera du contreplaqué époxy, ça c'est évident. Oui. Mais le reste à déterminer. Tout est permis. Voilà, exactement. D'accord. Et ton épouse, comment elle a vécu ça, elle? Je crois que ça a été le plus dur, c'était pour elle, quoi, parce que moi, comme je te dis, je me suis jamais senti en danger. Moi, j'étais dans l'action, ça a été impeccable. Par contre, c'est elle qui a été obligée de gérer tous les secours et donc ça a dû être moins évident. Là, je pense qu'il y a eu une trentaine d'heures pas évidentes là, tant qu'on lui dise ça y est, votre mari est en sécurité sur le cargo. Voilà. Mais c'est vrai que de loin, on ne sait pas ce qui se passe. Non, je pense que c'est vraiment pas. Tu arrives à communiquer quand même avec elle ou... Après, sur le cargo, sur le. Oui, mais pendant l'accident. Je l'ai appelé dès que ça s'est passé, puis après après ça a été juste quelques petits messages, et après en arrivant sur le cargo, j'ai pu envoyer des mails, quoi, voilà, c'est tout. Ok, Sébastien, je vais te remercier. C'est moi, Bruno, merci beaucoup. Non. Mais comme d'habitude, il se remet à pleuvoir. Mais bon, c'était bien sympathique. Et puis, de toute façon, on va suivre un petit peu tes projets derrière. Et puis voilà. Puis on te souhaite de pouvoir rebondir sur plein d'autres choses et plein de navigations, bien sûr. Merci. Ok, merci bien. Merci.